ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Histoire du sionisme et de l'État d'Israël. Nous sommes en compagnie d'Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Ariel, vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Et vous allez nous parler aujourd'hui du système politique israélien tel qu'il est mis en place en 1948. Oui, Israël, et c'est déjà mentionné dans la déclaration d'indépendance, est une démocratie. Et donc, dès janvier 1949, alors que la guerre d'indépendance n'est toujours pas finie, la population israélienne élit son premier parlement, la Knesset. Alors le nom de Knesset, assemblée en hébreu, vient en fait de Knesset Agdola, la grande assemblée mise en place depuis le temps des prophètes Ezra et Néhémie jusqu'à la Mishnah, assemblée de rabbins qui régissaient le peuple juif. Cette Knesset de 1949 avait été précédée dans les années avant la création de l'État par une assemblée du peuple, puis par un parlement provisoire, et l'annonce de sa mise en place comme le parlement de l'État est annoncée donc dans la déclaration d'indépendance. Elle est constituée jusqu'à aujourd'hui de 120 députés, 120, 12 fois 10, 12 le chiffre symbolique des 12 enfants de Jacob, formant ensuite les 12 tribus d'Israël. La première réunion de la Knesset se tient le 17 février 1949 à Jérusalem. Et cette première Knesset se divise en 4 groupes politiques principaux. Le bloc sioniste socialiste du Mapai et du Mapam, qui a donc la majorité absolue, le bloc religieux de 16 sièges, le bloc de la droite nationaliste de 14 sièges et un bloc libéral de 12 sièges. C'est très différent de la répartition que nous connaissons ces dernières années, n'est-ce pas? Et pour autant, la formation du gouvernement par David Ben Gurion est difficile. Oui, et là, ça n'a toujours pas changé à notre époque. Parce que David Ben Gurion, qui aurait pu avoir la majorité absolue avec le Mapai et le Mapam, donc, va choisir de ne pas gouverner avec le Mapam, David Ben Gurion est au Mapai, mais avec le parti sioniste religieux, le parti progressiste et 2 autres petits partis. Le gouvernement est composé de 12 ministres. David Ben Gurion est président du Conseil et ministre de la Défense. Parmi les autres ministres, on reconnaît des personnalités telles que Zalman Shazar, ministre de l'Éducation, Moshe Sharet, ministre des Affaires étrangères, Golda Meir, déjà ministre du Travail et des Relations sociales, ou encore le rabbin Yehuda Maimon, ministre des Religions et des Victimes de guerre. Alors nous aurons l'occasion de parler de ces différentes personnalités politiques, mais peut-être pourriez-vous nous dire un mot du rabbin Yehuda Maimon? Oui, le rabbin Yehuda Maimon, qui est né dans une famille ultra-orthodoxe en Moldavie en 1875. Il étudie dans une yeshiva, dans une école talmudique, et il va être l'un des fondateurs du mouvement sioniste religieux Mizrahi. En 1913, il s'installe en terre d'Israël, mais en est expulsé peu de mois après par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale, et il va être obligé de se réfugier aux États-Unis jusqu'en 1919. Durant l'entre-deux-guerres, à son retour en terre d'Israël, il soutient la position du Lehi de combattre le Manta britannique, même durant la Seconde Guerre mondiale, donc en opposition avec la position de la Haganah et de David Ben Gurion. Pour autant, il va soutenir David Ben Gurion dans sa décision de créer un État à tout prix, même si ce n'est que sur une partie étroite de la Palestine, tel que l'avait décidé le vote de l'ONU en novembre 1947. Le rabbin Yehuda Maimon est l'un des rédacteurs de la déclaration d'indépendance et il espérait pouvoir y inclure une référence à Elohé Israël, le Dieu d'Israël. Finalement, ce sera une allusion détournée, jugée moins religieuse, confiance dans le rocher d'Israël. Lors de la déclaration, on le voit sur toutes les photos puisqu'il est assis juste à côté de Ben Gurion et l'un des signataires de la déclaration. Et à l'issue du discours de Ben Gurion, il prononce la bénédiction de Shechianu. Il va donc être le premier ministre des Affaires religieuses de l'État d'Israël à un moment où il faut définir ses relations entre religion et État. Une question épineuse qu'il est toujours aujourd'hui et nous y reviendrons sûrement dans une prochaine chronique.
Il va rester ministre pendant 3 ans, malgré de nombreux conflits avec les autres membres du gouvernement, et finalement il démissionne en 1951, ce qui provoque l'explosion du gouvernement et des élections anticipées qui mèneront à la deuxième Knesset. Il quitte alors la politique et décède 11 ans plus tard, en 1962. Alors la question de la place du judaïsme dans l'État d'Israël est une question particulièrement sensible aujourd'hui encore. Bien sûr, mais dans les premières années de l'État d'Israël, un certain nombre de décisions doivent être prises, avec le fait par exemple que l'armée respecte un minimum commun, le Shabbat et la cacheroute, permettant à ce qu'il n'y ait qu'une seule armée, alors que certains envisageaient une armée avec des unités parallèles, religieuses et non religieuses, ce qui provoqua la colère du futur grand rabbin d'Israël, le Rav Shlomo Goren, qui en 1948 est le premier grand rabbin de Tzahal. Au-delà de la question de la religion, il y a un certain nombre de principes qui sont retenus et qui font la force de la démocratie israélienne. C'est une démocratie parlementaire. Tous les citoyens juifs ou non juifs ont les mêmes droits, peuvent voter et être élus. Dès 1948, lors du premier vote, les femmes ont le droit de vote. Israël est une démocratie qui est constituée des 3 pouvoirs, qui sont séparés, législatif, exécutif et judiciaire. Ces principales institutions sont la présidence, le président de l'État n'ayant qu'un rôle symbolique, c'est Chaim Weizmann qui est le premier président, la Knesset, le Parlement donc, le gouvernement et les tribunaux. Le système se fonde sur le principe de la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le gouvernement, devant bénéficier de la confiance du législatif, la Knesset, et l'indépendance de la justice est garantie par la loi. Oui. Et de manière étonnante, il n'y a pas de constitution en Israël. Et non, il n'y a pas de constitution en Israël. C'était prévu pourtant, cela avait été annoncé dans la déclaration d'indépendance et une assemblée constituante devait être élue. Mais la guerre immédiatement déclarée par les pays arabes le lendemain même de la création d'Israël empêche ce processus. Surtout, ensuite, il est impossible de trouver en fait un consensus. Et même David Ben Gurion n'est pas convaincu car il ne veut pas inscrire dans le marbre des principes qui feraient juger chacune des lois par la Cour suprême. C'était selon lui dangereux car cela donnerait le dernier mot au pouvoir judiciaire plutôt qu'au pouvoir législatif. Et il rappelait que la Grande-Bretagne, monarchie parlementaire très efficace et libre, n'avait pas de constitution, au contraire de l'URSS de l'époque, qui était une dictature dominée uniquement par Staline. De plus, Ben Gurion rejoignait en fait la position des ultra-orthodoxes qui considéraient qu'il n'y avait pas besoin de constitution, puisqu'il y a la Torah. Au total, 16 lois fondamentales furent votées depuis 1958 jusqu'à la dernière en 2018, proclamant l'État d'Israël comme État-nation du peuple juif, des lois fondamentales qui font office, autant que faire se peut, de constitution. Merci Ariel. Je rappelle que vous êtes Ariel Danan, docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle.